Mesdames et messieurs, bonjour. L'apparition des nouvelles technologies du numérique et des réseaux sociaux dans les familles du monde entier ne change en rien au rôle fondamental des parents et aux objectifs de la parentalité. Les parents et les personnes en charge des enfants doivent, comme auparavant, prendre soin de leurs enfants, les protéger, les aimer, subvenir à leurs besoins, tisser les liens avec ses enfants, bien entendu. Et il faut également dire que ce modèle et ces valeurs doivent être transposées dans le monde virtuel afin de faire le lien entre le monde virtuel et le monde parental, donc le monde réel. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de la commune. Aujourd'hui, nous parlerons bien entendu de la parentalité à l'ère du numérique. Comment comment initier bien entendu un dialogue sain avec ses enfants. Et sur ce plateau sont déjà installés mes invités. Mais déjà, on installe le plateau avant de commencer. Comment apprécier la relation entre parents et enfants, mesdames et messieurs, tout au long de ce plateau, on va en parler. Et sur ce plateau, je suis avec Madame Andrea Bachomba, elle est enseignante à la retraite. Madame Andrea, bonjour. Bonjour Madame la journaliste, bonjour le plateau et bonjour tous ceux qui nous écoutent en ce moment. La pleine forme, hein? Ah oui, je suis là. On vous dérange beaucoup. C'est pour nous un plaisir renouvelé d'être toujours avec vous. Il y a déjà toutes nos excuses pour le rendez-vous d'hier manqué. Il n'y a pas de souci, ça arrive. Nous sommes également sur ce plateau avec Monsieur André Alironou. Il est psychologue, clinicien, directeur exécutif d'une ONG, bien entendu, de la place. Monsieur Alironou, psychologue. Maison, bonjour. Bonjour Nadé. Vous savez que vous êtes avec le Saint-André aujourd'hui. Oui. Évidemment. Monsieur Bonjour chers téléspectateurs. Voilà, le plaisir est toujours là. Vous allez bien, la pleine forme? Ça va. Alors vous êtes venu aujourd'hui avec notre copine? Ben, ce sont les vacances et comme il n'y a personne à la maison, c'est difficile de la laisser seule pendant le temps de l'émission. Donc je l'ai embarquée. Alors on va démarrer cette émission avec le mot du jour qui est numérique. Numérique qui s'écrit bien entendu N-U-M-E accent aigu T-I-Q-U-E. Le mot numérique qui est officiellement retenu par la Commission d'enrichissement de la langue française pour se substituer officiellement au digital. Il vient du latin numenus qui signifie le nombre. Il s'agit d'un langage issu du système binaire groupe 0 et 1. Il renvoie à la révolution numérique qui s'est accélérée autour du XXe siècle. On dit numérique, une information qui se présente sous forme de nombres associés à une indication de la grande physique. Et on a pris l'habitude de désigner comme numérique les données informatiques et sont traitées par les ordinateurs. La culture numérique désigne cependant par extension les relations sociales dans les circonstances où dominent bien entendu les médias reposant sur ces systèmes. Déjà, mes invités, quelle définition faites ou donnez-vous du numérique? Madame Andrea. Le numérique, nous pouvons dire que c'est l'approche qui consiste à reconnaître l'essor des TIC, la poussée vertigineuse des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et avec l'accès également de l'utilisation de ces nouvelles techniques, de ces technologies. Oui. Technologie de l'information, de la communication, bien entendu. Monsieur André,
Vous, en tant que Et il faut dire que ça a connu une évolution depuis les années 1990 à ce jour, où il y a beaucoup de manifestations, de changements par rapport à l'utilisation des ordinateurs, des portables Android, de la télévision et des machines en ébullition. Merci. Monsieur André, vous, en tant que psychologue, quelle définition donnez-vous du numérique? Bon, je ne vais pas donner une définition autre que tout non, ce mais que pas vous standard. avez déjà dit. Voilà. C'est juste que pour moi, c'est l'ensemble de toute cette, je vais dire, technique, et tous les outils de façon holistique qu'on utilise pour la communication. Je n'ai pas envie de me répéter, mais j'ai envie de dire tout simplement des nouvelles technologies. Tout ce qu'il y a, tout ce que ça entoure, bon, pour moi, c'est l'ensemble de tout ça. Mais pour quand même faciliter la communication entre les individus, entre les continents et bon, voilà, entre les communautés. Alors, je reste toujours avec vous. Comment vous appréciez les relations entre parents, enfants, quand on parle du numérique, parce que nous sommes à l'ère du numérique et tout est numérisé aujourd'hui? Ben, dans l'ensemble, hein, il faut dire que l'apparition, sinon l'introduction du numérique dans le mode, dans le quotidien des humains, c'est pas pour détruire. C'est pour construire et faciliter un peu plus la vie. Donc, dans l'éducation, c'est pas non plus le contraire. Maintenant, se cacher derrière ces outils pour refuser de jouer son rôle de parent, c'est une autre chose. C'est pas parce que voilà, il y a une caméra où je peux voir les enfants que je vais plus demander voir comment ils se sont réveillés. Bon voilà. Donc c'est quand même deux choses différentes. Maintenant, comment est-ce que j'apprécie cela? Pour moi, c'est un apport dans l'éducation. C'est un apport pour une meilleure communication entre les générations. C'est vrai que tout essai en toute chose nue. Et c'est vrai que si on ne s'approprie pas soi-même la chose, l'utilisation devient difficile. Donc, il y a aussi la compréhension des parents, il y a le niveau de compréhension des parents, le niveau d'accessibilité et le niveau de compréhension des enfants. Donc, c'est tout ça qu'il faut mettre ensemble pour quand même avoir le résultat escompté, c'est-à-dire avoir une famille épanouie, et que les enfants, les parents se comprennent et se rassemblent autour et avec ça. Il n'y a pas que ça qui va faire l'éducation, mais ça doit participer. Madame André Abachumba, relation entre parents et enfants à l'aide du numérique. Encore que vous, en votre temps, peut-être, il n'y avait pas, je ne sais pas, il n'y avait forcément pas tous ces outils de communication. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément tous ces outils. C'était à des endroits épars. Il faut dire que l'utilisation des TIC, des nouvelles technologies, est un droit qui permet de s'instruire, de participer à l'éducation, d'accéder aussi aux droits à la santé, oui. aux différents droits de l'enfant, aussi bien des personnes, des adultes. Donc, ça n'exclut personne. Mais il faut savoir utiliser ça, accompagner les enfants dans cette utilisation pour remonter le côté aussi bienfaisant, salvateur que pervers. Donc, il faut faire attention au côté pervers parce que l'utilisation exacerbée de ces TIC-là, de ces nouvelles technologies-là, peut affecter le mental des enfants, la santé des enfants. L'éducation même peut recevoir une écorchure si on y prend garde. Et voilà ce que je peux dire pour l'instant. Alors, comment vous avez dit qu'il faut savoir utiliser le numérique? Comment est-ce que, entre relations parents-enfants,
Dois-je dire quel rôle Est-ce le que je rôle peux dire, par exemple, oui. il faut d'abord commencer par transférer la manière d'éduquer son enfant sans le numérique là d'abord, mais il faut maintenant accompagner ça. Il faut faire confiance. Il faut d'abord permettre à l'enfant qu'il vous fasse confiance pour pouvoir suivre ce que vous lui dites. Parce que s'il n'y a pas une confiance établie entre le parent et l'enfant, je pense que ce que vous lui direz passera d'une oreille à une autre Oui. sans pouvoir agir sur son comportement, sur son éducation. Donc, il faut d'abord cultiver la confiance mutuelle. Que l'enfant puisse vous faire confiance et que vous lui fassiez également confiance et en l'amenant à découvrir parce qu'aujourd'hui on constate que les enfants même sont beaucoup plus outillés dans ce sens-là que les parents. Donc il faut savoir se prendre, être à la fois le guide, l'éveilleur, sans plus montrer que bon vous n'êtes pas trop en avance sur eux, mais savoir les accompagner et puis mettre l'index sur ce qu'ils ne doivent pas voir. Par exemple, mettre des verrous sur la télévision, par exemple, il y a des codes parents qu'on peut utiliser. Donc, au niveau du portable, savoir ce qu'il faut orienter les enfants sur leurs recherches, parce qu'aujourd'hui, on leur demande de faire des recherches sur ordinateur, sur portable, et l'enfant à un âge donné n'a pas accès normalement à ce portable-là. C'est peut-être le portable, le phone du parent, il se sert du téléphone du parent. Donc, si vous lui permettez d'utiliser ça, il faut de temps en temps voir après l'utilisation, est-ce que cet enfant-là n'a pas débordé, est-ce qu'il n'est pas allé sur certains sites qui ne sont pas permis. Oui, mais ça dépend du niveau d'instruction du parent. Voilà aussi. Parce que si le parent n'est pas instruit, il ne pourra pas contrôler l'enfant comme cela se doit. C'est vrai. Alors, Andrea Bachomba, monsieur Andrea Lironou, quand on parle du numérique, quel rôle le numérique ou quelle devrait être la place du numérique dans la relation parents et enfants? C'est vrai que Madame Andrea en a parlé tout à l'heure, mais vous, Monsieur André, quelle devrait être cette place aussi au rôle du numérique dans cette relation? Bien, Modeste, merci. J'ai dit tantôt, en fait, le numérique est un outil. Et tant qu'on ne considère pas le numérique comme un outil, ça va être difficile. On commence par là. Donc, outil de travail, de communication, qui va faciliter la vie en fait. Donc, quand on se met sur, cette position-là, où on se dit, voilà, c'est un outil qui va m'aider, on va l'introduire au moment opportun. Dans le système éducatif familial, on va l'introduire au moment opportun. Au moment opportun, c'est-à-dire quoi? Vous n'allez pas l'introduire alors que vous-même, vous ne vous connaissez pas. Vous n'allez pas l'introduire alors que, vous n'avez pas les moyens de l'introduire. Qu'est-ce que je dis par là? Ce qu'on dit, c'est que nous sommes obligés de faire avec. Ça, il faut le reconnaître. La question n'est plus est-ce que c'est nécessaire? Non, nous sommes obligés. Les enfants, nous sommes à l'ère du numérique. Ils ne peuvent pas grandir, se développer, étudier, s'éduquer sans ça aujourd'hui. Ça, c'est clair. Donc, l'introduire dans la famille veut dire déjà, il faut connaître votre enfant. Et connaître votre enfant, c'est que vous êtes là. Vous aviez un système de communication à la base, Madame l'a dit, qui vous permet de connaître les points forts, les points faibles de votre enfant. Oui. Pour que vous puissiez décider de quel outil je lui donne pour renforcer ses faiblesses, en fait. Donc, si vous voyez que l'outil que vous avez amené, au contraire, ne l'aide pas, mais ça ne l'amène pas à se renforcer, à travailler davantage,
Mais au à développer contraire, ses connaissances. ça commence par agir un peu comme une drogue, j'ai envie de dire. Ça commence par, comment dire, je perds le mot. En fait, ça devient un outil malsain. Malsain, je vais dire malsain, non, en fait, il s'accroche, en fait, il ne... Il y a un mot technique qu'on utilise que je perds, peut-être qu'il va me revenir. En fait, il n'arrive plus à se détacher de cela. Et forcément, ce n'est plus pour participer à son épanouissement, à son éducation, mais ça l'inhibe, ça le mobilise, ça le rend statique, il n'avance plus. Quand c'est comme ça, vous trouvez le moyen maintenant, parce que là, c'est en train de totalement diminuer le niveau de votre enfant, vous trouvez le moyen d'échanger toujours. C'est pour ça que je dis, il faut que le système de communication, c'est pas qu'on donne tout pouvoir à l'enfant, mais il faut comprendre que c'est lui qui en a besoin, c'est lui qui va décider. Donc, le système de communication doit amener cette relation de confiance, de connaissance de soi et de l'enfant, qui amène l'enfant quand même à faire confiance à ce que vous dites sur ça. Parce que c'est vous qui allez introduire. Quand vous achetez une tablette à votre enfant, si vous ne savez, vous-même, vous ne savez pas l'utilité de la tablette, vous n'allez pas l'amener à exercer sa curiosité, à apprendre avec. Donc, quand vous achetez, vous connaissez plus ou moins les fonctions. Je ne dis pas de connaître tous les jeux, d'essayer soi-même d'abord, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas de votre niveau. Donc, vous savez au moins que ça va t'apprendre à calculer. Ça va t'apprendre à mémoriser les mots. Ça va t'apprendre à faire des dessins, et ainsi de suite. C'est tout ce que vous aviez à lui expliquer. Maintenant, pour les calculs, comment il calcule, lui va aller découvrir. Donc, c'est en fait ça. Quand vous discutez, vous introduisez, l'enfant comprend, et après, il fait sa recherche lui-même. Donc, ça ne devrait pas être pour nous un outil de débarras. Voilà. Le numérique qui devient en quelque sorte comme un second ce matin, parent. j'aurais pu allumer la télé, mettre le dessin animé, parce qu'elle sait bien manipuler, lui donner la télécommande, elle va changer comme elle veut, et moi je vais vaquer à mes occupations, je vais revenir 3 heures, 4 heures plus tard. Mais ce n'est pas responsable. Et je pense que depuis le trajet, on a échangé. Mais si je n'étais pas là, on n'aurait pas pu échanger. Elle serait seule, ennuyée, ou peut-être elle va dire qu'elle a peur, etc. Donc, il y a quand même un moment où il faut prendre ses responsabilités et savoir que ça participe à l'éducation de l'enfant. Ça participe à la construction de la personnalité de l'enfant, parce que sa personnalité doit se construire proportionnellement ou parallèlement à son environnement. Et son environnement aujourd'hui exige que vous composez avec ça. Donc, excusez-moi peut-être de le dire en même temps, les parents qui aujourd'hui encore se disent pas ça chez moi, bon, c'est quel enfant vous êtes en train de préparer Bon, ils ont en quelque sorte raison. Et ce que je dis, c'est que ça s'impose à nous, que vous ayez les moyens ou pas, ça va s'imposer, parce que tant que l'enfant va à l'école, il va en rencontrer, il va avoir des amis. Donc, discuter avec, même si vous n'avez pas les moyens, c'est d'amener l'enfant à être responsable dans les décisions qu'il va prendre. C'est-à-dire, il y a des amis, moi, je n'ai pas les moyens de lui acheter ça. Mais il y a des amis qui en ont. Quand il va pour apprendre, qu'il apprenne sainement. Qu'il n'aille pas apprendre. Et le niveau de confiance que vous établissez va vous permettre d'apprendre, par exemple, qu'à l'école, il y a une amie qui amène un portable où il y a des films porno dessus. Votre enfant, si vous établissez ce niveau de confiance, il viendra vous le dire naïvement. D'abord, la dernière fois, on a regardé un film sur... Et puis, vous allez comprendre que, ça... Mais à vous maintenant d'expliquer que ça, ce n'est pas des choses de ton niveau, c'est pas, etc., etc. Donc, pour moi, c'est quand même un outil avec lequel il faut forcément composer. Et en tant que parent, ne pas fuir ses responsabilités, mais s'approprier soi-même pour mieux expliquer à l'enfant et mieux le conduire à une utilisation saine. Madame Andrea, ne pas fuir ses responsabilités. Je vous retourne la question et le rôle du numérique dans la relation parent-enfant. Oui, mon confrère l'a a su dire. C'est vrai que on ne peut pas aujourd'hui contourner cette utilisation-là. On est avec, on doit nécessairement l'utiliser. Il faut faire en sorte que ce soit
salutaire pour l'enfant, Oui. pour l'adulte, parce que ces technologies-là ne connaissent ni adultes ni enfants. Tout le monde est embarqué. Aujourd'hui, si tout le monde est embarqué, on doit faire avec. Vous n'allez pas demander à votre enfant de rester en marge de cette avancée, de cette poussée-là. Donc, vous devez l'accompagner dans cette utilisation-là, qu'elle soit pour l'enfant beaucoup plus, que cela lui apporte tout ce dont il a besoin. Mais vous savez, vous, en tant que parent, vous devez également connaître les besoins de votre enfant et pouvoir satisfaire à ces besoins-là de manière saine pour que cela ne soit pas un handicap à son évolution, à sa socialisation, à son développement, à son épanouissement. Oui. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, Madame Andrea, est-ce que le numérique, vous savez, il y a des parents qui restent pas forcément à la maison, qui laissent les enfants avec la tablette, l'ordinateur, la télévision. À ce moment, est-ce que le numérique ne devient pas en fait un second parent pour l'enfant? Monsieur André, lui, en venant ici, a dû faire venir sa fille pour ne pas la laisser seule. Voilà, ça c'est évident. Et non, il ne faut pas aller loin pour dire que aujourd'hui, il y a certains parents, on peut appeler ça une démission parentale. Parce que quand vous laissez votre enfant être tout le temps en face du poste téléviseur, il devient l'enseignant de votre enfant. Il devient l'éducateur de votre enfant. Il devient l'accompagnateur de votre enfant. Alors, qu'est-ce que vous-même, en ce moment, vous devez faire? Quel est le rôle qui vous est, en ce moment, imparti? Donc, ça veut dire que vous ne devez pas laisser cet enfant-là seul. Parce que même une grande personne seule est tentée de mal faire. Et maintenant, vous le laissez seul. Il doit toucher à ci, il doit toucher à ça. Il doit aller accéder à des paramètres qui ne sont pas ceux de l'enfant. Par exemple, accéder à des trucs pornographiques. Oui. Et la délinquance est là. Donc, ça veut dire que vous laissez votre enfant à lui-même, à son sort. Normalement, ça là, on peut appeler ça une démission parentale. Le poste téléviseur ou les technologies nouvelles ne doivent pas suppléer au rôle parental. Vous comprenez? Mais doit amener l'enfant, peut-être les enfants, à comprendre certaines choses parce qu'ils ont le droit à l'instruction, ils ont le droit à l'éducation. Et un parent qui laisse disponible cette utilisation-là juste pour recevoir l'information ou peut-être demander à l'enfant, parce que c'est également un droit à la distraction. Donc là, si c'est juste pour bénéficier de ces droits-là, c'est acceptable. Mais le laisser carrément suppléer cette utilisation-là au rôle parental, vraiment, ça devient beaucoup plus pervers pour l'enfant. Et l'éducation prend un coup. Et au lieu que l'enfant soit un joyau pour la famille, pour la communauté et la nation, je crois qu'au lieu de préparer la relève de qualité, je crois qu'on expose l'enfant à une délinquance juvénile et voire un adulte délinquant demain. Parce que l'enfant est le reflet du parent, de l'adulte. Donc, par rapport à toutes ces choses-là, il va falloir accompagner l'enfant, être le guide de l'enfant, l'éveilleur de conscience de l'enfant. Et ce n'est pas seulement les parents, tout adulte. Tout adulte devient en ce moment un éducateur et un accompagnateur. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'individualisme est aussi poussé du fait que l'enfant n'a plus la possibilité de recevoir le regard de l'adulte dans son éducation, autre que ses parents. Alors que normalement, c'est juste
intérieurement que l'enfant est mien ou sien, mais quand il est dans une communauté, il devient pour la communauté, il devient pour la société, il devient pour une relève de qualité. C'est comme on dit chez nous, c'est une personne qui mais au point on dit vie. Voilà. Voilà. André, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on parlait de comment occuper sainement les enfants, Monsieur Gustave disait lui que c'est lui-même qui choisissait quel jeu ou quel film, les dessins animés que ses enfants devraient suivre, regarder. Mais il faut dire que tous les parents ne sont forcément pas, ne restent pas à la maison H24 heures sur 24. Non. Non, mais quand vous sortez, et que vous dites j'ai fait tel choix à mon enfant, je sais qu'il va regarder ici, mais quand vous sortez, Madame Andrea elle a dit l'enfant doit être tenté d'aller voir d'autres chaînes également. Je vous donne un exemple. Hier seulement, j'ai dû séparer un petit palabre à la maison. Je les ai surpris avec sa grande sœur en train de regarder, pas surpris, elles étaient en train de regarder un dessin animé sur le téléphone de la grande sœur. Et donc, hier, moi je travaillais, elle vient et dit, elle veut regarder. La grande sœur était occupée, elle a dit non. Et je lui ai dit pardon, il faut lui allumer parce qu'ils n'avaient pas terminé la veille. Donc, allume le dessin qu'elle termine. Quand elle a fini de regarder le dessin animé, ça a duré, elle ne revenait pas. Et donc, la grande sœur qui dit, je vais aller voir ce qu'elle fait. Elle a fini le dessin et elle s'est mise à jouer à un jeu sur le téléphone. Et la grande sœur qui vient fâcher, mais pourquoi? J'ai dit non, il faut la laisser. Tu avais déjà ça, non? Quand j'ai regardé le jeu, bon, c'est pas aussi... Je dis, bon, si elle ne voulait pas regarder un autre et que c'est dessin, juste pour vous dire, vous pensez avoir contrôlé ce qu'ils vont faire. Vous pensez avoir contrôlé. Je donne un autre exemple. Il y a 3-4 ans, une nièce au Togo. Elle est au Togo avec sa mère. Elle avait à peine 3-4 ans. Elle n'avait pas encore les 4 ans aboutis. Elle prend son téléphone. Elle prend le téléphone de sa mère. Elle déverrouille, elle va sur WhatsApp, elle fait message audio à mon épouse. Pas à moi. Et elle sait que c'est à mon épouse qu'elle parle. Vous comprenez? Et quand on voit le message, on pense que... Parce que quand elle voit le message, elle pense que bon, c'est la maman. Or, c'est elle qui est en train de saluer sa tata. Ou quand elle m'envoie, elle sait que c'est à toi qu'elle... Depuis le Togo, sa mère n'a jamais su que, en fait... Elle pouvait déverrouiller d'abord son téléphone. Elle ne savait pas. Moi, je ne cache plus mon code. Je sais que tout le monde sait comment. Mais il y a une chose, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut pouvoir instaurer ce climat de confiance. La copine qui est là, elle n'a jamais pris mon téléphone pour autre chose que papa, il y a un appel. Il n'y a pas autre chose. Je peux dire, va brancher, va débrancher. Mais si mon téléphone est dans sa main, peut-être on est ensemble, je suis là, je lui remets. Mais si pour autre chose que papa, il y a un appel ou ça sonne, ce n'est que ça. Donc, juste pour dire à nous, n'empêche qu'elle a cette tablette, qu'elle joue avec. Il y a une chose que je voudrais rappeler aux parents, pour ne pas dire deux choses. Qu'on soit adulte ou enfant, les nouvelles technologies ont quelque chose de commun. Oui. D'abord, ça ne vaut pas la peine de dire je veux contrôler tout ce qu'ils font en ma présence. Il faut instaurer ce climat de confiance. C'est plus important. Lorsque vous rendez votre enfant responsable, vous rendez votre enfant conscient de ce qu'il fait et que vous lui faites confiance, qu'il sait que vous lui faites confiance, même s'il lui arrive de dévier une fois en passant et que vous aurez l'occasion de le savoir et vous pourrez le recadrer. Mais si vous ne lui faites pas confiance et qu'il ne vous fait pas confiance, il va dévier une fois, vous ne le saurez jamais. Il va vous le cacher toujours. Parce que la déviance, que nous allons appeler déviance, pour lui, c'est une nouvelle découverte qu'il va se presser de vous raconter. Et vous allez comprendre que, ce n'est pas l'orientation que j'avais donnée. Tu as vu ça ou tu as fait ça comment? Il va t'expliquer et tu vas pouvoir recadrer. Ce que je voulais dire, c'est que nous-mêmes adultes, moi ça m'arrive, je ne sais pas pour vous, quand j'ai un peu de paresse, ou que, c'est dans deux cas, souvent j'ai un peu de paresse, ou
j'ai planifié, travaillé, mais il y a un film qui passe à la télé, j'allume, c'est intéressant. À la suite, avant que vous voyez avec Canal, avant que le film ne finisse, on annonce qu'il y a un autre qui vient. Oui. La curiosité, tu vois le titre, tu veux regarder un peu, tu t'enchaînes et ça t'absorbe. Ça t'absorbe, tu restes dessus. En fait, cette dépendance-là, elle est autant valable pour l'adulte que pour l'enfant. Et les tics ont ça de commun. Quel que soit ce que vous allez dire, que ce soit la télé, la tablette, le téléphone, etc., lorsque vous vous y mettez, vous allez passer plus de temps que prévu. Donc, oui, il y a ça. Et qu'on le veuille ou non, cette curiosité humaine va attirer. Et chez l'enfant, c'est le moment où la curiosité bouille. Donc, quand l'enfant est dessus, il a envie encore et encore, encore et encore. C'est là que vous intervenez. Pour savoir qu'il y a des moments de jouer, il y a des moments d'apprendre, il y a des moments de quand même se nourrir, se laver et tout le reste. Et à vous de pouvoir apprendre à l'enfant que les félicitations que tu... Non, pas apprendre. À lui montrer que les félicitations que les tablettes ou, j'ai envie de dire, les logiciels lui disent dans ces jeux, vos félicitations sont meilleures. Et c'est ça qu'il doit rechercher davantage. C'est-à-dire avoir l'habitude de pouvoir dire à l'enfant félicitations, et mais de façon sincère, de pouvoir lui donner des câlins, de pouvoir l'encourager, de pouvoir écouter ce qu'il est en train de faire. Les tics ne viennent pas remplacer tout ça. Donc, les tics ne viennent pas se substituer à nous, dans notre rôle de parents. Et ça, il faut que nous le savions, nous le sachions, et que nous puissions vraiment nous mettre en tête que aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est un mal nécessaire, oui, mais ça a un fort pouvoir de dépendance. Donc, ça va, et avec j'ai envie de dire, la vulnérabilité curieuse de l'enfant, si je peux me permettre de dire ça comme ça, c'est-à-dire cette curiosité de l'enfant sans filtre qui le pousse à chercher encore et encore, il est beaucoup plus exposé et plus vulnérable à cette dépendance-là. D'où la présence du parent pour cadrer et le rendre beaucoup plus responsable pour qu'il puisse expliquer, pour ne pas dire utiliser à bon escient l'éthique. Et je finis en donnant cet exemple. Vous voyez, on a eu un père monoparental. Malheureusement, il élève seul ses enfants parce que la mère les a quittés. La fille, non pas adulte, pubère, a commencé par ressentir l'absence de sa mère, fortement l'absence de sa mère. Papa, courant sur tous les champs, étant de plus en plus absent parce que se retrouvant seul à jouer les deux rôles. Le père et le mère. Voilà. C'était un peu difficile. Et lui, quand il regarde tous les efforts qu'il fait, et il regarde l'éloignement de sa fille, il ne digère pas. Donc, il a commencé par vouloir assumer le rôle de papa un peu en allant plus fort. Quand il va plus fort, elle s'éloigne un peu plus. Et quand elle s'éloigne, il y a son téléphone qui est là, qui l'attire. Elle s'accroche au téléphone, oui. Et heureusement pour lui, elle ne sortait pas, elle ne faisait pas encore la délinquance, tout ça, mais plus elle allait sur le téléphone, plus elle allait sur ses écrans, et plus lui, il s'éloignait, et il a fini par nous contacter. Mais d'abord, il a commencé par arracher le téléphone, à contrôler, à dire non, je viens, j'éteins la lumière, je fais ci, mais tout ça, ça n'a pas marché. Et au finish, quand on les a écoutés, qu'on a fait asseoir, qu'on a dit, bon, il faut vous écouter. Surtout, papa, c'est à toi de jouer le rôle. Il faut discuter avec elle. Qu'est-ce qui l'intéresse? C'est quand il a commencé par s'intéresser à ce qui intéresse la fille sur son téléphone, qu'il a compris qu'en fait, c'est son affection, c'est le manque de l'affection maternelle là, que lui n'arrive pas à combler, que la fille, plus ou moins, est en train de substituer sur les réseaux ou sur son téléphone. Et quand il a pris conscience, quand il a discuté avec la fille, ils ont commencé par établir un chronogramme. Et ensemble, pendant que le chronogramme existait, lui, il a introduit, bien sûr, sur nos conseils, il a introduit de nouvelles stratégies de rapprochement
avec son enfant. Pas qu'il a abandonné le travail mais il donnait un peu plus de temps, quitte à lui-même appeler de temps en temps, à jouer avec elle, à sortir avec elle. Et c'est comme ça que progressivement, elle a tout ce qui la rendait dépendante et qui faisait qu'elle s'enfermait, qu'elle ne voulait pas manger, qu'elle ne voulait pas si. Elle a progressivement elle-même décidé de tout laisser au point où le téléphone ne servait plus qu'à appeler et à garder ses contacts, mais plus comme une drogue. Donc, juste pour dire, il faudrait qu'on soit vigilant en tant que parents. C'est bien, ça va nous aider, mais il faut qu'on joue notre rôle de parents. Oui, mais est-ce que le numérique ne participe pas un tant soit peu au dialogue parents-enfants? Parce que quand vous prenez une tranche d'âge donné, des enfants de 4 ans, 4 à 6 ans, ils regardent les dessins animés, les films à des moments donnés, et ils captent des mots, ils viennent vers les parents, ou carrément ils commencent à utiliser les expressions, mais vous vous dites, mais où est-ce que tu l'as entendu? L'enfant te dit simplement, c'est tel dessin animé. Je prends un exemple palpable, un enfant que j'ai rencontré il y a quelques jours qui disait à ce moment, c'est qui ton amoureux? Mais la maman dit, tu l'as entendu ou tel dessin animé? Tu penses que c'est qui ton amoureux en fait? En fait, est-ce que le numérique en quelque sorte n'éduque pas ou ne constitue pas le dialogue ou ne doit pas faire à soi le dialogue parent-enfant? Il faut dire que le numérique permet à l'enfant de connaître de nouveaux mots. Mais si vous permettez à ce même numérique-là d'être le parent de votre enfant, d'être trop sûr de... Bon, oui. C'est-à-dire suppléer au devoir parental, ça veut dire que vous laissez place à cet outil-là. Donc, ça devient dangereux pour votre enfant. C'est vrai que vous pouvez organiser une discipline domestique qui puisse intégrer une discipline domestique à cette utilisation-là. Et là, ça permet de canaliser son utilisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça dépend de l'âge de l'enfant aussi, parce qu'il faut commencer à lui parler aussi d'amour. L'amour que vous lui donnez, il faut lui faire comprendre la portée de cet amour-là. Je deviens alors l'amoureux, votre amoureux. Donc, vous voyez, passez par ces petits sillages-là pour leur donner des informations et dire que désormais, ce qu'eux, ils appellent amoureux, là, ce n'est pas la même chose et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Vous voyez, canaliser un peu à partir du mot qu'il vous a sorti. Maintenant, aller vers l'utilisation de ce mot-là comme vous souhaitez qu'il l'acquiert. Comprenez? Et donnez-lui ce contour-là. Il a compris ce contour-là, mais amenez-le à comprendre également qu'on peut l'utiliser dans tel sens, mais le sens dans lequel il l'a vu au niveau de la télévision n'est pas celui qu'il faut garder. Donc, commencez par cadrer. C'est vrai que ça les rend très actifs, oui, très intelligents, très éveillés en plus. Très éveillés. Oui. Ils sont très éveillés, ils utilisent même des fois mieux que les parents, je l'ai tantôt dit. Mais il faut être avec eux pour les surveiller, savoir quoi voir, quoi ne pas voir. Voilà. Monsieur André, quel devait être le rôle de parent? Je veux peut-être profiter pour... Ici, en fait, il faudrait... La difficulté pour nous, parents, c'est de nous mettre au niveau de l'enfant. Oui. Parce que quand l'enfant te demande c'est qui ton amoureux, c'est pas le même sens que toi, adulte, tu es en train de donner à l'amoureux là que lui est en train de dire. Voilà. Donc, rapidement, en tant que parent, si c'est à papa qu'on a demandé, il faut dire c'est ta mère. Si c'est ou, si tu veux gagner du temps, tu dis c'est elle ou c'est lui. Pour gagner du temps, voir ce qu'il va enchaîner le temps. Si c'est maman, il faut dire c'est papa. Mais il ne faut pas embrouiller l'enfant en commençant tout de suite par tu as entendu ça ou pour toi qu'est-ce que ça veut dire avec, vous voyez déjà avec le ton, la manière, l'enfant il lit aussi en vous. Est-ce que j'ai fait une bêtise en disant ça? C'est l'information qu'il va recevoir tout de suite. Donc, ça va pousser, au contraire, au lieu que ça le décourage,
qu'est-ce que l'amoureux pour qu'on cache ça, pour que ça fasse si mal à maman ou à papa? Qu'est-ce que j'ai? Bon, si votre enfant est suffisamment honnête, il va vous poser encore les questions. Sinon, s'il est très intelligent, il va accepter ce que vous avez dit, mais dehors, il va chercher à comprendre. Et quand il va aller vers un collègue, un ami de son âge ou une grande sœur, vous voyez, une grande sœur, un grand frère, le sens qu'il donnera à l'amoureux, c'est pas le sens que vous donnez, c'est pas le sens que l'enfant donne. Donc, vous l'envoyez vous-même aller chercher une autre réponse que la bonne réponse que vous devez lui donner. Pour enfant, un amoureux, c'est quelqu'un qui est un ami, qui est là, et sur qui on peut compter, et qui assure ma sécurité et le plus naïvement possible. À aucun moment, l'enfant ne va intégrer dans sa conception d'amoureux une relation sexuelle. Oui. Mais dès qu'on dit ça, pour nous parents, ça devient tout de suite, à ton âge déjà, ce gros mot. C'est quoi? Le mot, si le mot devait être caché, le mot n'allait pas exister à son âge. Donc, il faut qu'on apprenne que chaque chose, avec son âge, a son explication. Et donc, on va quand même apprendre à se calmer et à ne pas s'affoler devant tout ce que l'enfant nous apprend. Ça, c'est... Faisons de tout ça un jeu, tout simplement. C'est toi mon amoureux. Je suis ton amoureux. Ou bien je ne le suis pas. Si vous voulez détourner un peu la chose. Mais si vous voulez être beaucoup plus honnête, c'est maman ou c'est papa. Et puis, voilà. Alors, dans la société béninoise où la pudeur est de mise, il faut le dire, je ne sais pas, pensez-vous que le numérique vient favoriser tant soit peu le dialogue parent-enfant quand on prend nos valeurs africaines et autres? Bien sûr, on l'a dit, il faut composer avec. Nos valeurs africaines vont faire l'effort d'intégrer le numérique, la modernisation. Pour pouvoir mieux s'exprimer. Aujourd'hui, oui, il est plus facile pour l'enfant de savoir que pour faire un bébé, il faut un homme et il faut une femme qui doivent rentrer. Donc chaque fois que... Et ça, c'est pas un problème, ils le savent. Peut-être à certains, je vais dire à l'époque de nos parents, certains ont eu jusqu'à 40 ans sans avoir... Non, peut-être 20 ans sans avoir jamais vu leur papa dans la chambre de leur mère. Oui, mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Il faut juste comprendre que la pudeur, comme on le dit, a son sens dans la mesure où on arrive à expliquer selon l'âge. Et qu'on arrive à expliquer pour amener l'enfant à comprendre la vraie valeur, en fait. Quand on dit pudeur, c'est pas pour utiliser les interdits, pour faire peur, en fait. Il faut apprendre à expliquer, à démystifier, parce qu'aujourd'hui, que vous le voulez ou non, tout est dehors, tout est sûr. Je m'en vais dire, je pense que même nos us et coutumes s'approprient bien les choses. Je ne sais pas si je dis vrai, je pense, hein, même le phare, tu vas sur le net, tu vas avoir... Oui, mais ça n'a pas la même... En fait, ça n'entre pas en profondeur que quand vous vous rapprochez d'un... C'est ce que je dis. Voilà. Donc, il faut savoir quelle information on livre pour que l'enfant, selon son âge, puisse s'intérioriser l'information, la valeur que vous voulez donner. Donc, tant que vous ne vous mettez pas à son niveau, c'est là la difficulté. Il faut pouvoir se mettre à son niveau pour savoir comment est-ce que je lui explique pour me faire comprendre. Et souvent, c'est plus difficile pour nos parents. Mais forcément, le numérique doit nous aider, qui que nous soyons. Même les musulmans, j'ai envie de dire, fervents, les plus radicaux, ils l'utilisent. Ils sont obligés aujourd'hui de l'utiliser s'ils veulent avoir les informations. Donc, autant que nous sommes, quel est ce Bokono aujourd'hui qui n'a pas d'Android? Quel est ce pasteur ou ce prêtre aujourd'hui qui n'a pas de véhicule? Jésus a jamais roulé un vélo? Non. Parce qu'en son temps, il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui, on est obligé de faire
avec. Donc, juste pour dire, apprenons plutôt à adapter les outils à notre contexte, à notre environnement, à notre temps, plutôt que de vouloir vivre dans cette période-là sans les éléments nécessaires pour pouvoir y vivre à l'aise. Et évitons de forcer les enfants à vivre un peu comme les hommes primitifs à l'ère du numérique. Madame Andrea, vous avez eu vos enfants, vous ne les avez forcément pas éduqués avec le numérique parce que c'était pas tellement développé en ce temps. Mais aujourd'hui, comment vous arrivez à vous adapter au numérique Bon, tout est à la face du monde aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, je m'approprie un téléphone. Je demande à mes enfants un peu plus grands, alors montrez-moi telle fonctionnalité, montrez-moi comment je peux accéder à telle information. Et des fois, mes petits-fils sont tentés de m'apporter des informations sur ce dit, je m'intéresse à ça pour voir jusqu'à quel point il peut utiliser. Et monsieur l'a dit, mon homo l'a dit tantôt, que les enfants arrivent à décoder le portable des parents. Et facilement, ils me surveillent. Ils disent, oh, mais moi, je sais comment tu décodes ton truc là. Je sais, donc je vais voir. Et il me faisait dire, ça veut dire que tu me surveilles. Donc, tu m'as eu. Donc, des fois, je suis obligée de leur faire appel, juste pour tester leur curiosité. Et puis moi, je sais que je ne peux pas dépasser certaines choses et ce qu'ils doivent utiliser est là. Des fois, je leur laisse le portable, ils viennent me demander, mais est-ce que tu peux me passer ton portable? Je dis, mon portable, il est mien. C'est pas pour toi. Il dit, oui, mais je sais, mais je suis fatiguée. Tu as dit de ne pas aller à la télé à l'heure là. Maintenant, est-ce que tu peux me permettre de voir telle chose là? Tu m'as dit l'autre fois que j'ai de très belles expressions. Mais c'est là où j'ai vu ça. Je dis, oui, c'est vrai, mais tu as de très belles expressions. Mais c'est pas le moment maintenant d'aller, de prendre ce portable là. Tu vas le laisser sur le portable aussi a besoin du repos. Et toi également, tu as besoin du repos. Donc, j'essaie de canaliser ces enfants-là. Bien que, sachant que l'utilisation de cette nouvelle technologie-là est une nécessité, c'est une obligation. Les enfants doivent s'instruire, ils doivent s'éduquer, ils doivent au même moment appliquer la discipline domestique que vous leur donnez. Oui. Donc, ils ne doivent pas aller au-delà de cette discipline-là. Voilà ce qu'on peut dire. Je m'approprie ce téléphone-là. Je ne connais pas toutes les fonctionnalités, mais je sais au moins que je peux faire ci, je peux faire ça dessus. Voilà. Monsieur André, vous savez... Des fois même pour le mail... Tu es surpris de toi-même de découvrir des fonctions dans ton téléphone alors que c'est lui qui vient de l'apprendre. Qui vient de le télécharger. Monsieur André, quel est le rapport? Vous savez, quand on prend les enfants quand vous prenez un enfant de 14 ans à 18 ans, de 0 à 3 ans, ils n'ont forcément pas le même rapport avec le monde virtuel. Quand un enfant de 0 à 3 ans, est-ce que non, il n'est même pas déjà apte à utiliser le monde virtuel? Mais quand on prend un enfant de 4 à 8 ans, quelles sont les activités quand même en ligne que l'enfant doit s'approprier? Qu'est-ce qu'il peut faire avec le virtuel? Déjà, il faut savoir que les stades de développement sont séquencés suivant certaines écoles, par des tranches d'âge. Oui. Et à ces tranches d'âge-là, il y a le minimum, j'ai envie de dire, de bagage intellectuel, d'informations qu'on doit pouvoir mettre. Je prends le plus célèbre qu'on a tous, à l'école duquel on a tous été ici, Jean Piaget par exemple, qui dans sa division des stades de développement de l'individu a aidé à construire les programmes éducatifs sur ça. En fait, c'est sur ça qu'on est parti pour construire tous les programmes éducatifs, pour dire à tel stade, dans telle période, l'enfant est capable d'intérioriser tel degré d'information. Dans telle période, il est capable d'intérioriser jusqu'à l'âge adulte. Juste pour dire à nos parents de savoir que à tel âge, voici le degré
auquel je dois exposer l'enfant. À tel âge, voici le degré auquel je dois, parce que proportionnellement à son âge, il acquiert plus de responsabilités, plus d'intelligence, plus de connaissances et plus de maturité. Et par rapport à ça, à vous de voir quelle information. Donc, l'outil que vous mettez à sa disposition doit pouvoir contenir, doit pouvoir être limité dans cette tranche-là, en fait. Oui. Donc, oui, pour moi, hein, je dis n'importe quoi peut-être, jusqu'à 5 ans, il faudrait que ce soit fortement ludo-éducatif. Que les jeux ou les choses qu'on va mettre à disposition, les tablettes, tout ce qu'on va mettre à disposition de l'enfant, soit fortement ludo-éducatif. Et aussi, dans une certaine mesure, qui doit éveiller la curiosité de l'enfant. Parce que l'enfant va, si vous lui donnez un portable, un vrai, comme ça, et quand il va le jeter 2 fois, il va piétiner ça, ou il va déposer, rouler son vélo dessus, vous allez voir que, bon, vous allez saigner en disant, mais quand vous allez lui acheter quelque chose de semblable, mais en plastique, qu'il peut démonter, remonter, etc., vous allez l'amener à faire encore d'autres utilisations de ça. Juste pour dire, ces outils qu'on doit mettre à disposition doivent être fortement ludo-éducatifs pour faciliter quand même un peu. Maintenant, quand il va grandir un peu plus, où sa curiosité est poussée vers la connaissance, vers, j'ai envie de dire, où il veut montrer qu'il existe, que lui aussi il est là, qu'il est intelligent, ça va être encore, on va diminuer le ludo dedans, mais ça va être fortement éducatif pour qu'il renforce encore plus son intellectuel, qu'il enrichisse son vocabulaire et son bagage de connaissances. Et puis, quand il va grandir plus, ça va être des choses où, je vais parler de puberté, c'est l'amener lui-même à aller chercher les informations utiles pour lui, pour pouvoir grandir, pour pouvoir répondre quand même aux conflits, aux préoccupations, aux problèmes auxquels il sera confronté. Donc pour moi, je séquence ça en 3 tranches comme ça, de 0 jusqu'à 4 là, 3-4 ans là, c'est fortement ludo-éducatif, où l'enfant a le temps de jouer, de manipuler, de casser, de reconstruire, vraiment se mettre à l'aise, sans limite. Et après, on contrôle un peu plus à partir de 5 ans jusqu'à 7-9 ans où, bon, il a... Maintenant, ça dépend de la maturité de chaque enfant. Votre enfant peut avoir 5 ans, mais avoir une maturité d'un enfant de 7 ans. Oui. Votre enfant peut avoir 7 ans et avoir une maturité d'un enfant de 4 ans. Donc, à vous de voir. Et tout ça, ça dépend de l'environnement psycho-éducatif familial dans lequel vous l'avez fait grandir pour qu'il puisse être en avance ou en retard sur son temps. Donc, à nous, vraiment parents, d'être là. Et, s'il vous plaît, ou s'il nous plaît, le rôle de parent ne se remplace pas. Il n'y a rien au monde qui puisse remplacer le rôle de parent. L'éthique s'inspire de ce que nous devons faire comme parents pour dire, bon, je vais, mais il ne nous remplace en rien. Si l'éthique est là et que nous sommes encore là, je pense que c'est au profit de l'enfant. Et comme on le dit, beaucoup de poissons ne gâtent pas la sauce. Donc, ça ne nous remplace en réalité pas. Il y a une chose, Madame Andrea a dit tout à l'heure, quand vous laissez le TIC, la télé, l'ordinateur être le parent de votre enfant, vous voyez, quand les enfants vont à l'école, souvent que vous, parents, vous n'êtes pas là, vous vous occupez que de vous. Quand ils reviennent, la maîtresse a dit. Le maître a dit. C'est ce que le maître a dit, la maîtresse a dit là. C'est ça. Tu fais quelque chose, peut-être le maître s'est trompé. Hein. Il va te dire, mon maître a dit qu'on ne dit pas ça comme ça. Donc c'est le maître en ce moment-là qui est son autorité. C'est le maître qui détient la connaissance et la vérité. Donc, tant que toi, parent, tu n'arrives pas à prendre ta place pour lui expliquer aussi, pour qu'arriver là-bas qu'ils disent, mon papa a dit, ma maman a dit, on paie plus. Donc, quand on laisse ça, ça va être exactement la même chose avec l'éthique. On a parlé tout à l'heure de amoureux. Moi, je ne connaissais pas Babi. Je ne connaissais pas Babi, mais j'ai été amené
à regarder Babi, à savoir qui est Babi, à connaître Babi pour pouvoir comprendre le langage. Parce que bon, je suis Babi, je ressemble à Babi, je veux une robe comme... Bon, qu'est-ce que c'est ce monde-là? J'ai essayé de me mettre à l'école pour... Donc, juste pour dire, si vous laissez la télé, ce sera dans tel dessin animé, dans telle émission, on a dit ça. Mais à toi maintenant d'être là pour pouvoir recadrer. Aucun tic ne remplace le parent. Mesdames et messieurs, quel style de parentalité il faut adapter au numérique? Nous en parlerons en deuxième tranche de cette émission. Mais déjà, nous allons faire une courte pause, le temps de souffler. La parentalité à l'aide du numérique, comment initier un dialogue sain avec ses enfants? Alors, chers invités, quelles devraient être cependant, après nos échanges, les limites d'utilisation du numérique dans le dialogue parent-enfant? Madame Andrea. Oui, il faut d'abord dire que la parentalité, c'est le fait d'être parent. C'est un ensemble de façons d'être et de vivre. Il faut également dire que c'est un processus qui conjugue les différentes dimensions de la fonction parentale, à savoir les dimensions matérielles, psychologiques, sociologiques, sociales, culturelles et culturelles même. Donc, par rapport à ça, si nous définissons également l'ère numérique comme, qu'est-ce que je veux dire encore, l'ère numérique comme une approche qui consiste à reconnaître la poussée des nouvelles technologies et de l'usage de l'accès à ces technologies-là. Il faut alors dire que il faut intégrer cet outil-là dans l'éducation des enfants. Et selon l'âge, approprier les connaissances-là de ce numérique-là à l'âge de l'enfant pendant qu'il grandit et lui faire renaître la confiance entre le parent et l'enfant et que cette confiance-là soit mutuelle. Maintenant, savoir prendre l'enfant selon ses besoins et lui accorder la place qu'il faut. Sinon, bonjour les dégâts. Voilà. Monsieur André, la limite d'utilisation du numérique dans cette relation parent-enfant. Oui, et moi je pense que je vais revenir encore sur ce que j'ai dit tantôt en disant pour moi, de façon schématique et synthétique, on prend de 0 à 4 ans, 4-5 ans, vous mettez avec le temps qu'il faut, plus de jeux, mais que ce soit aussi éducatif. C'est ce que j'appelle ludo-éducatif, pour que les enfants puissent vraiment développer davantage leur curiosité, leur initiative et tout, leur créativité et tout. Mais à partir de 5 jusqu'à 9, 10 ans, voire 11 ans, il faudrait que ce soit plus instructif. Moins de jeux, il va aller chercher les jeux lui-même, mais beaucoup plus instructif pour quand même se constituer, renforcer davantage son intellectuel, parce que c'est aussi à cet âge-là que l'enfant est beaucoup plus porté vers l'apprentissage. Et à partir de 12 ans, je pense que 12-13 ans, l'enfant est capable de pouvoir lui-même aller chercher des réponses à ses préoccupations, à ses questions aussi existentielles, aux conflits qu'il rencontre. Donc, il est beaucoup plus responsable à pouvoir gérer lui-même, entre guillemets, les logiciels qu'il va télécharger et tout ça. Et donc, notre rôle sera là pour vraiment l'encadrer. Pour moi, c'est ça. Mais il faut comprendre que être parent, ici, vous aviez parlé de dialogue. Le dialogue, c'est être parent, c'est veiller à ce qu'il y ait quand même ce dialogue-là, cette communication, cette relation, j'ai envie de dire, de complicité personnalisée avec chaque enfant.
on n'a pas à avoir un système standard pour tous les enfants. Ils sont différents, donc ça doit être individuel. Et le dialogue, c'est quand nous communiquons à deux au moins. Lorsque je mets et que l'autre puisse recevoir. Et ici, c'est pas aussi facile que ça. Quand vous émettez une information ou une information, vous codez l'information. Oui. Quand vous dites quelque chose, vous codez. Et pour que mon interlocuteur puisse recevoir l'information, il doit pouvoir décoder. Donc, s'il décode mal, il va mal recevoir l'information. Du coup, il n'y a plus de dialogue entre nous. Puisqu'il a mal compris, il va mal me renvoyer. Donc, je n'ai pas envoyé la bonne. Bon, j'ai envoyé peut-être la bonne information. Il n'a pas décodé la bonne information ou je n'ai pas bien envoyé mes codes. Donc, s'assurer ici, nous parents, c'est de s'assurer que nous envoyons l'information avec les codes qu'il faut pour que l'enfant puisse, des codes accessibles à l'enfant, pour qu'il puisse comprendre et décoder, pour nous renvoyer. Et quand on se met à cette école à faire le travail de cette façon, je pense qu'il y a un dialogue fluide, sain entre nos enfants et nous, ou j'ai envie de dire avec tout individu. Donc c'est ce travail-là qui est compliqué à faire pour nos parents. Parce que souvent, on ne prend pas le temps de mettre les codes décodables par l'enfant. Parce qu'il faut que nos codes soient adaptés à l'enfant. Et du coup, ça devient compliqué. Et on se dit, l'enfant ne me comprend pas. À aucun moment, on ne se dit pas, je n'ai pas envoyé la bonne information. C'est l'enfant qui est censé comprendre. Est-ce que je ne suis pas censé envoyer la bonne information? Puisque c'est moi qui envoie d'abord pour que lui reçoive. Là, il faudrait on va dire souvent, on me dit souvent que André, c'est comme si, bon, il ne fait que défendre enfants, femmes. Bon, c'est pas ça en fait. C'est que nous, il faut que j'arrive à me mettre à la place en me disant, est-ce que j'ai envoyé la bonne information? S'il n'a pas compris, c'est que je n'ai pas envoyé la bonne information. Donc, je recode encore pour qu'il puisse comprendre. Et si vous codez correctement, et pour coder, il faut connaître votre enfant. Il faut connaître la personne qui est en face de vous. Et il faut situer l'information dans le contexte. Il ne faut pas laisser les émotions, les sentiments venir infecter la situation. Donc, vous allez envoyer une mauvaise information. Il va mal comprendre. Ce que je dis, c'est aussi simple. Hein. Voilà l'enfant qui vient vous demander c'est qui ton amoureux. Et tout de suite, parce qu'il y a un peu de soucis entre papa et maman, tu n'as pas envie de dire que c'est maman. Tu n'as pas envie de dire que c'est papa. Parce que son vilain papa-là ne mérite pas qu'il soit mon amoureux. Donc, je ne veux pas donner cette information à mon enfant. Vous transmettez tout ça là rapidement et l'enfant décode. Et maintenant, la réaction qui va suivre, c'est que, quand vous allez envoyer l'information, qui t'a dit ça? Tu as vu ça? Tu as vu ça, oui. Avec le ton, les yeux et tout j'ai envie de dire les gestes non-verbaux là, tout ce que vous allez envoyer, ça va envoyer encore une information à l'enfant. Est-ce que je n'ai pas fait une bêtise? Et vous êtes en train de creuser juste parce que vous n'êtes pas resté dans le contexte de la question de l'enfant. Vous êtes sorti totalement du contexte et vous avez ajouté d'autres choses et vous êtes laissé déborder par votre émotion ou votre sentiment. Donc du coup, c'est là que être parent, on ne va pas à son école, mais ça devient difficile. Ça devient un peu difficile, mais ce n'est pas impossible parce qu'il y a des parents qui y arrivent. Donc l'enfant, il faut comprendre que l'enfant, c'est beaucoup de jeux. Il apprend énormément en nous regardant. Donc, moi, je pense que travailler de cette façon, se mettre à l'école de l'enfant, essayer de descendre à son niveau pour comprendre, c'est nous-mêmes, ça nous apaise. Vous allez voir que les parents qui souvent sont free c'est pas qu'ils sont pas rigoureux, hein, mais ils sont beaucoup plus en paix, beaucoup plus heureux. Pas parce que l'enfant ne fait pas de bêtises ou qu'il ne se fâche jamais contre... Non, mais même dans la manière d'exprimer ou d'interdire, on est free avec. On ne se rend pas malade. Parce que plus on est parent, bon, pour les jeunes parents, on peut encore comprendre, mais pour les parents d'un certain âge, il faut éviter le plus possible
de s'énerver ou de se fâcher parce que l'enfant fait ci, l'enfant fait ça. Vous ne faites que vous empoisonner. Donc c'est pour ça, moi je dis, les TIC sont là pour nous aider. Et ce dialogue sain, apprenons à savoir quelle est l'information que nous envoyons pour qu'il y ait vraiment dialogue entre nous et notre enfant. On a dit être parent, ça allait d'être facile, mais c'est très difficile. Ça devient très difficile quand l'enfant se retrouve déjà à l'âge de l'adolescence, disons de 12 ans à 18 ans. C'est encore plus difficile parce que moi, je me dis que l'enfant a des camarades dehors, une camarade qui a déjà un copain, l'enfant veut forcément faire la camarade qui a peut-être des parents plus aisés et qui lui a offert un téléphone. Donc l'enfant va pouvoir, va vouloir en fait être comme cet enfant, mais comment intervient comment dit-on le rôle du parent voilà, quand on est face au numérique. Oui, il faut comprendre que vous ne donnez à l'enfant que ce que vous avez. Donc il faut également éduquer l'enfant dans ce contexte-là, à savoir que il ne doit pas, c'est vrai que l'ambition, il faut plutôt aider l'enfant à une ambition, c'est vrai, mais pas démesurée. Parce que c'est en ce sens-là qu'il faut rester dans un cadre déterminé, compte tenu de ses moyens. Et n'est pas parent qui le veut. Mais qui peut, dis-toi. Qui peut. Et aujourd'hui, on assiste à cette déviance-là qui fait de certains enfants des parents précoces. Ces enfants-là, ces parents précoces-là n'auront rien à donner parce qu'ils n'ont pas reçu. Ils n'ont pas encore fini d'être éduqués et ils veulent éduquer qui? Donc, n'est pas parent qui le veut et qui le peut. Tu te souviens que ça fait problème sur le plateau? Oui, exactement. Donc, à partir de ce moment, il faut éduquer son enfant compte tenu de ses moyens. Et j'insiste souvent sur la discipline de chez soi. Donc, qui ne doit pas être celle de chez l'autre. Et c'est dans ce cadre-là que vous apprenez à votre enfant. Parce qu'il capte mieux ce que la rue lui donne. Et quand il capte ça, la manière dont vous lui avez appris à se comporter, il revient vers vous avec ce que le dehors lui a donné et il vous dit ça naïvement. Et c'est là, vous comprenez que cet enfant-là a compris telle chose au dehors. Il faut maintenant que je canalise cette explication-là et que je lui donne la bonne information et ce que je veux désormais qu'il fasse. Donc, vous pouvez, par ce cadrage-là, amener votre enfant à ne plus suivre ce qui se dit au dehors, à peut-être prendre le bon et à savoir faire la distinction entre le bon et le mal et l'amener à ne pas commettre des erreurs. C'est vrai que l'erreur est humaine, mais il faut atténuer cette erreur-là. Voilà. Être parent, on va laisser partir Madame Andrea. Déjà, être parent, elle a dit, c'est pas qui veut, mais qui peut. Merci à vous, Madame Andrea Vetchoula. Merci beaucoup. Vous êtes enseignante à la retraite. Merci d'avoir enrichi ce plateau. Merci aussi à vous. Merci à votre mot. À votre mot. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour des Henri. Okay. Merci à vous. Bonne suite à l'émission. Merci. Et très belle journée à vous. Retour en plateau, nous avons un invité qui nous a rejoint. Il a pour nom Moevedo Chancellor Plakacha. Il est enseignant. Monsieur Chancellor, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous allez bien? Je vais très bien, merci beaucoup. D'accord. Bonjour les téléspectateurs. Les téléspectateurs vous répondent en mon nom. Alors, on parlait, mesdames et messieurs, on parle sur ce plateau le thème de cette émission, la parentalité à l'aide du numérique. Comment initier un dialogue sain
avec ses enfants. Déjà, Monsieur André Alihono, Madame Bachouma, avant de descendre, parlait de l'ambition démesurée de certains enfants parce qu'ils ont infus leurs camarades avoir un téléphone, avoir des smartphones, s'il faut le dire. Et cela intervient plus généralement dans la tranche d'âge de 12 ans à 18 ans, à un moment donné, oui. Oui, et c'est vrai que c'est un constat et qui fâche énormément les parents, souvent. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à situer une fois encore les responsabilités. C'est un constat qui fâche les enfants et qui fâche souvent les parents et peut-être dégrade aussi la relation parent-enfant. Il faut juste savoir que l'envie, c'est l'expression d'un manque. Quand l'enfant dit qu'il veut, c'est qu'il y a un manque quelque part. Et ce manque, qu'est-ce qui va faire que l'enfant va exprimer le manque? Parce que ce qu'il a ne lui suffit pas ou ne lui suffit plus. Et quand c'est comme ça, je dis, on va situer une fois encore les responsabilités. Je vais juste inviter nous, parents, à travailler travailler encore plus la fierté, l'estime de soi et la fierté de nos enfants. Quand l'enfant est fier, quand il est suffisamment en accord avec ce qu'il a, qu'il apprécie, je pense qu'il va chercher moins dehors parce qu'il trouvera à l'intérieur de lui-même et tout ce dont il aura besoin. Le peu qu'il ira chercher dehors va être pour compléter ce qu'il n'a pas réellement. Qu'est-ce que je suis en train de dire en disant ça? Lorsque vous pensez que cette envie est démesurée ou que c'est une ambition démesurée, c'est-à-dire que quelque part, vous pensez que l'enfant n'a pas forcément besoin de ça. Vous aviez peut-être raison. Mais est-ce qu'en réalité, vous lui avez donné les outils éducationnels pour qu'il puisse lui-même apprécier ça comme ça? Les camarades en ont. Quand j'y vais, je vais utiliser avec eux peut-être, mais personnellement, vu mon éducation, vu le niveau de mes parents, on n'a pas les moyens de s'offrir ça. Donc ça ne devait pas faire un problème pour moi au point de dégrader ma relation avec papa, avec maman ou avec ci, avec ça. Donc c'est cette information-là, sur ça qu'il faudrait qu'on se mette en disant, oui, il exprime, est-ce que je lui ai suffisamment donné les outils, j'ai envie de dire, éléments de langage personnel pour qu'il puisse apprécier, pour dire, c'est vrai, ça manque, mais j'arrive à compenser ça ailleurs. Non. Tant que ce n'est pas fait comme ça, l'enfant va exprimer encore et encore son besoin. Et c'est notre rôle maintenant de lui expliquer la position ou le moyen de pouvoir l'atteindre. Ce n'est pas le lieu de se fâcher, de se rendre malade ou de laisser sortir des mots qui après sont difficiles à rattraper pour parents ou pour enfants qui vont quand même laisser des cicatrices psychologiques dans le devenir de l'enfant et qu'il va difficilement avoir à élaborer après. Donc oui, on peut avoir raison, mais essayons d'élaborer, d'étudier un peu plus la question, de voir qu'est-ce qu'on peut expliquer pour que l'enfant puisse comprendre, s'accepter tel qu'il est. S'il s'estime vraiment bien et qu'il est fier de qui il est, de ce qu'il fait, je pense que ça va être plus difficile de se laisser corrompre par des futilités. Monsieur Chancellor, le numérique pour certains enfants de 12 à 18 ans constitue un lieu de refuge à un moment donné parce qu'ils n'ont forcément pas, ils ont un manque quelque part et qu'ils essaient de combler avec le numérique. Même pour d'autres, monsieur André l'a dit tout à l'heure, ça devient une ambition démesurée. Pour vous, le numérique, quelle place ce numérique doit quand même avoir dans la vie de ces enfants, encore que c'est une tranche d'âge très difficile à suivre. Voilà, exactement, c'est une tranche d'âge sensible et je ne suis pas un anti-progrès pour dire que le numérique n'a pas sa place dans la vie des enfants, des ados. C'est très important le numérique, on doit l'impliquer, seulement qu'il faut un accompagnement, un suivi des parents, une prise de responsabilité, puisque être parent,
c'est une lourde responsabilité. Donc les parents doivent avoir du temps pour leurs enfants, les instruire, les amener à bien utiliser cet outil-là. Voilà ce que je pense. Mais quel devrait être l'accompagnement de ces parents? Comment devrait se faire cet accompagnement? Sur tous les plans, en amont comme en aval, le parent dit qu'il ne doit pas fournir un smartphone ou bien un ordinateur à son enfant. C'est du leurre, on peut pas dire ça à l'époque où nous sommes. L'enfant doit avoir ces outils-là. Maintenant, comment l'utiliser? C'est en fait là que se situe le problème. Donc, le parent doit essayer d'accompagner, de proposer. Le choix des sites également aussi, c'est tellement important. Le parent doit accompagner cet usage-là, à lui dire ce qu'il faut, ce que tu vois là, ce n'est pas bien, à distinguer le bon du mal. En fait, il doit jouer un rôle très, très, très important dans l'usage de cet outil-là. Oui, mais vous, en tant que, monsieur André, vous m'excusez, vous, en tant qu'enseignant, Oui. où se situe, où se trouve la limite de l'utilisation du numérique dans ce dialogue parent-enfant? Et la limite se trouve au niveau où on fait référence aux mœurs. Lorsqu'il s'agit des mœurs, des valeurs morales et éthiques et consorts, on doit savoir comment limiter en fait, comment retirer le numéro, puisque vous savez... On ne peut pas retirer le numéro, nous sommes au XXIe siècle. Voilà. Donc, lorsqu'il s'agit de ces genres de questions relatives aux mœurs, à l'éthique et à la morale, on doit limiter en fait l'usage du numérique afin que les enfants ne s'aventurent pas dans la débauche. Voilà. Monsieur André Ali Rono, est-ce qu'il y a un exemple d'approche ou un style parental donné qu'il faut adopter positif en matière du numérique? Bon, je pense que de façon générale, souvent, le style qu'on dit, il n'y a aucun style parental qui soit, qui soit standardisé. Tous les styles, de façon, j'ai envie de dire, par circonstance, arrivent à être efficaces et utiles. Quand on prend un style, le style le plus, celui qu'on dit, bon, à éviter au maximum, c'est le style permissif, où vous permettez que tout arrive, vous êtes là sans être là, vous laissez les enfants être les parents eux-mêmes. Ça, je vais dire, on va l'utiliser dans certaines activités peut-être, pour quand même observer ces enfants. Il serait bien d'être un peu permissif, de les laisser faire un peu pour voir leur dépendance et leur indépendance, pardon. Mais le style, comment on le dit, dictatorial, où il faut tout imposer à l'enfant. On impose tout. Il y a des moments où le parent est appelé à quand même imposer des limites, à taper le poing sur la tête, à dire voilà. Et aussi, il y a le style démocratique où, bon, on s'assoit autour de la table pour échanger sur ça avant de prendre une décision. Bon, tu veux aller dans quelle école te plaît, tu as combien à mettre dedans, bon, etc. Je raconte n'importe quoi. Mais ici, ce dont on parle, le meilleur style, comme on le dit souvent, c'est ce style qui regroupe tous les autres. Vous faites un message de tout ça et vous utilisez ça quand il faut, comme il faut et au moment où il faut. Et ainsi donc, vous allez quand même amener les enfants à quand même comprendre que c'est intéressant, pour ne pas dire c'est important pour eux. Et quand on utilise le style, ce qu'il ne faut pas oublier, quel que soit notre style de communication familiale, il faudrait qu'on ne s'éloigne pas du fait qu'on le fait pour l'intérêt supérieur de l'enfant. D'abord ça, pas pour nous, notre intérêt supérieur, mais pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Tant que c'est compris que pour pas l'enfant et pas vous, que c'est pour son propre intérêt, je pense que facilement on y adhère. Je vais peut-être finir en donnant un exemple de quelqu'un qui m'a
quand même raconter une de ses histoires. C'est sa fille qui, de 20 quelques années, hein, qui revient jouer à la maison. Papa, est-ce que c'est permis que je fasse les tatouages? Parce que dans son centre de formation, elles sont plusieurs filles de même âge et elle voit d'autres qui en ont fait. Oui, mais tu peux, hein, c'est ton corps. Tu en as la responsabilité. Tu as déjà 20 ans. Et puis elle dit, ok, quel tatouage toi tu penses que je peux faire? Comment moi je peux décider de ton tatouage? Attends de voir. J'ai vu des gens, bon. Et puis, où est-ce que tu penses que je peux faire? C'est ton corps, c'est toi qui décides de là où tu fais, de quel tatouage tu fais, de comment. Bon, sur la cuisse, sur les fesses. Bon, et j'ai vu une cliente là qui est venue, qui a tatoué le nom de son mari, de son copain sur sa hanche. Et puis, elle dit, c'est bien, voilà aussi un exemple. Toi aussi, tu peux peut-être mettre le visage de ton sur ta cuisse, ça peut aller. Et elle dit, et s'il me quitte? Bon, tu vas remettre le nouveau aussi quelque part. Et donc, vous voyez un peu, il ne s'est pas opposé. Il n'a pas dit non. Mais il a amené la fille elle-même à voir que bon, c'est vrai, mais je ne suis pas obligé de faire comme. Et du coup, cette question, d'après lui, n'est plus jamais revenue. Comme je le dis, là, au début, il a commencé par, Jean, ça ne me regarde pas. C'est ton affaire. Et petitement, il a amené à dire, bon, on échange autour. Qu'est-ce que toi-même tu en penses? C'est bien de faire comme si. Il a adhéré à... Et au finish, elle prend sa décision de dire, ça là, c'est pas ma chose. Ça va pas avec mon corps. Le papa, c'est la décision au départ que lui voulait. Ça aurait été d'autres, comme je l'ai dit, va dire, pas ça chez moi. Elle va aller faire ça. Elle va le faire à un endroit et tu ne verras jamais. Caché, oui. Donc, au lieu de ça, mais il a réussi à avoir pas ça chez moi, mais pour l'intérêt de la fille elle-même. Donc, ce qu'on demande ici, c'est ce style que les parents doivent. Et là, il a fallu qu'il use beaucoup de patience, beaucoup de compréhension, comme on le disait tout à l'heure, qu'il instaure un vrai dialogue où les deux se comprenaient, chacun décodait l'information de l'autre. Et il s'est mis à la place de sa fille pour pouvoir l'amener à comprendre. Je pense que c'est ce qu'il nous faut faire. Vous êtes quel style de parent? Moi, je suis ce parent qui utilise beaucoup tout et je mets d'abord tout de suite l'amitié devant. Je suis très complice avec mes filles au point où c'est facile de venir vers moi pour me dire tout et rien. Et puis, je suis persévérant. Si je pose la question aujourd'hui que je n'ai pas la réponse, je vais en poser encore et encore. Et puis, je prends tout pour amusement. Je ris beaucoup. Je suis celui qui fait beaucoup rire. Je ris beaucoup. Mais en même temps, quand c'est pas bon là, dans l'amusement, je vais le dire encore et encore, encore et encore, jusqu'à ce que tu intègres que ça là, il ne faut plus faire. Parce que quand je vais faire là, quand il va apprendre là, il va le dire. Et ça, je le fais un peu partout. Autant au travail qu'à la maison. Monsieur Moïvedo, je préfère ce prénom africain, Monsieur André n'en a pas, donc c'est André seulement, on connaît pour lui. Pour vous, quel style, et après les différents styles de parents que Monsieur André a énumérés, pour vous, quel style de parents correspond quand même à ce monde du numérique où on se retrouve aujourd'hui? Voilà, avec... l'âge des enfants, je crois que être un parent péremptoire, dictateur n'est pas la solution. C'est au contraire amener l'enfant à s'évader, à ne plus se confier à vous. Et comme M. André, je vois que c'est la bonne formule pour pouvoir essayer de limiter les dégâts, pour pouvoir et ramener les enfants à la maison. Je crois que c'est le parent doit tout faire en fait pour que l'enfant ait confiance en lui, vienne facilement vers lui. Il doit faire de son enfant son ami d'abord. Son ami. Avant d'être parent, il doit être ami avec l'enfant. Puisque si l'enfant n'a pas confiance en lui, il lui sera difficile de venir. Et il ira plutôt dehors
Et au dehors, vous savez, il n'y a pas forcément la bonne information ou bien le bon conseil là-bas. Donc l'enfant, le parent doit amener l'enfant à avoir confiance en lui et à facilement lui dire tout ce qui lui passe par la tête. Je crois que c'est la bonne formule pour s'en sortir. Sinon, il y a des enfants, nous avons des cas où des enfants ont des situations, mais directement, ils viennent vous voir. En tant qu'enseignant, nous sommes dans un monde scolaire, les enfants viennent vers nous. Ah, je veux faire ci, je veux faire ça, mais lorsque je vais dire ça à ma tante, lorsque je vais dire ça à ma maman, elle va crier sur moi. Est-ce que vous voyez? Elle va te mettre dans le secret, t'interdit d'aller dire ça aux parents. Vous voyez. Donc il y a tout ça là et je crois que c'est ce qui manque à beaucoup de parents de nos jours, puisque avec ce que nous voyons en ville et consorts, c'est ce débat-là, ce dialogue-là, ce dialogue sain entre parents et enfants qui manque. Et je crois que tous les parents doivent aller à l'école de M. André pour qu'on évite... À l'école du psychologue. D'accord, l'enseigner. Oui, mais vous, en tant qu'enseignant, où intervient ce rôle d'enseignant dans ce dialogue parent-enfant quand on se retrouve dans le cas du numérique? Encore que le numérique n'est forcément pas l'outil très, très apprécié au niveau de... À l'école. À l'école, voilà. Oui, bon, c'est pas un outil très apprécié à l'école, mais cela s'impose aujourd'hui, puisque vous ne pouvez rien faire sans le numérique. Et moi, je vous dis que je ne peux pas dérouler un cours de littérature au second cycle sans avoir ma connexion, sans être connecté, puisque j'ai besoin de références, j'ai besoin d'actualiser un peu, j'ai besoin des informations sur des auteurs et consorts. Donc, là, à ce niveau, avec les enfants, nous leur recommandons de faire des recherches. Ce que l'enseignant peut dire à un apprenant ou bien à un enfant par rapport à l'usage du numérique, c'est de l'utiliser pour parfaire sa connaissance, pour bien travailler à l'école. C'est le rôle de l'enseignant dans ce sens-là. Et par moment, attirer leur attention sur les conséquences du numérique, puisque c'est un couteau à double tranchant. Il y a le bon côté, le mauvais côté, ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, nos enfants s'intéressent plus aux réseaux sociaux, au TikTok. Et il y en a même qui m'a dit que elle va laisser l'école, elle sera influenceuse. Vous voyez cette manière de voir les choses. Et c'est parce que ce débat-là a manqué à la maison, puisque à cet âge, l'enfant, la psychologie de l'enfant n'arrive pas à capter ce qui est bon du mauvais. Il voit les gens faire. Il voit les gens dans des tenues sexy. Ça l'intéresse. Elle veut aussi se mettre dans cette peau-là. Donc, c'est le rôle que l'enseignant a joué, c'est de canaliser, de montrer aux enfants que ce n'est pas ça, c'est plutôt ça. Si tu faisais ça, ça serait mieux. Monsieur André, l'enseignant canalise à un moment donné, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être l'école qui pousse les enfants à aller vers le numérique parce que l'enseignant vous demande de faire telle recherche, un exposé, on a tous fait le cours secondaire, on vous demande de faire un exposé. Vous vous retrouvez dans un cyber, parce que nous, on a connu le cyber, c'était forcément pas le smartphone, l'appareil, le téléphone ou l'ordinateur. Est-ce que ce n'est pas en fait l'école qui pousse quand même cette curiosité au niveau de certains enfants? Oui, l'enseignant l'a dit tout à l'heure. On ne peut pas aujourd'hui dérouler les curricula, c'est ça, sans ça. Et l'école, excuse-moi Modeste, mais l'école n'est pas contre l'utilisation des TIC. Non, au contraire, l'école doit s'approprier ça pour pouvoir mieux évoluer. Ce que l'école refuse et interdit, c'est la mauvaise utilisation. Ce que j'appelle mauvaise utilisation, pendant que le professeur de français est en train de faire son cours et a demandé par exemple d'aller faire une recherche, si on était dans un pays normal où il y avait vraiment les moyens, chaque enfant pourrait aller sur son ordinateur, peut-être de classe ou sur sa tablette, etc. Mais en même temps, pendant que le professeur vous renvoie vers telle recherche où on n'a pas ça, il sort sa tablette, il explique, un enfant sort son smartphone en bas et puis il allume un film. Oui. Est-ce que là, c'est parce que l'école lui demande? Non. Il ne suit plus. Mais si, avant que le professeur ne sorte, un enfant a sorti, ou un enfant a sorti exactement, le professeur allait sur un site, un enfant connaît un site plus performant, il est allé dessus, il a envoyé une information pour compléter ce que le professeur, l'enseignant a dit,
je crois qu'il enseigne en même temps à la classe et l'enseignant aussi prend quelque chose de plus. C'est cette utilisation-là qu'on demande. Mais aller sur les réseaux sociaux pendant qu'on est en train d'expliquer un cours, bon voilà, il va écouter ce que tel influenceur est en train de faire ou en train de dire, et c'est cette information-là qui va véhiculer, qui vont se partager rapidement dans le réseau qui se sont créés, et excluant les enseignants. C'est ça qu'on refuse en fait. Donc, c'est pas que l'école, et quand on voit que vous ne faites pas une utilisation saine de votre smartphone ou de votre appareil à l'école, les enseignants n'ont pas d'autre choix que de vous l'arracher. Et là encore, je dis, c'est vraiment à discuter. Arracher ne résout pas la solution. Ne résout pas, par exemple, le problème. Et donc, je pense que sur ça, il va falloir revenir. C'est de trouver la patience, d'expliquer à l'enfant pourquoi on ne veut pas que tu utilises ça de telle manière. De trouver le bon équilibre. Et qu'il puisse comprendre. Oui, mais comment trouver le bon équilibre en fait pour expliquer à l'enfant que cet appareil ne devrait pas lui servir à faire telle chose et pour qu'il puisse comprendre. Ne devrait pas lui servir à faire telle chose à tel moment. Les applications sont là. Il doit les utiliser. Pendant que tu es au cours de français, utilise ton outil. C'est pas c'est pas en composition. Hein. Utilise ton outil le plus possible pour quand même aller avoir plus d'informations. J'ai vu un truc hier où en Côte d'Ivoire, on a attrapé un bachelier qui est venu pour tricher avec smartphone. Il a mis un ici, un derrière. Bon, peut-être qu'il avait déjà enregistré ces choses dedans. Ça, c'est pas l'utilisation qu'on veut. Oui. Il aurait dû prendre tout le long de l'année, après avec, que maintenant il va reverser. En fait, c'est juste pour dire que il faut que autant l'école que la famille se mettent ensemble pour travailler sur cette question. Parce que oui, les enfants en ont besoin aujourd'hui, l'école en a besoin, les parents ou la famille, la communauté, c'est obligatoire. Mais il faut que le parent puisse savoir que mon enfant a un smartphone, il vient à l'école avec, il l'utilise à bon escient. Que l'enseignant puisse savoir que dans ma classe, il y a tel enfant qui a un smartphone, qui a telle performance dedans qu'on peut espérer.